Nouvelle édition de l'économie en question, comme chaque samedi matin. Dominique Rousset en compagnie de 5 experts aujourd'hui pour une émission spéciale. Nous l'enregistrons à Aix-en-Provence lors des 13e rencontres économiques. C'était donc le week-end dernier. Rendez-vous désormais traditionnel à Aix avec des représentants du monde de l'entreprise, du monde de la politique, des experts, des responsables d'institutions financières internationales, beaucoup de chercheurs et même cette année des étudiants. Autour d'un thème unique choisi cette année, l'économie mondiale entre urgence et long terme, le choc des temps. Un thème, nous semble-t-il, particulièrement bien choisi et que nous, en tout cas, en ces temps d'incertitude partagée pour l'ensemble de la planète économique, nous avions souhaité aborder plus au fond. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui aux incertitudes dans le monde en développement et dans le monde émergent. Elles ne sont peut-être pas les mêmes que dans les pays industrialisés. C'est une première question d'ailleurs que l'on posera à nos invités. Est-ce qu'on y parle de crise ou est-ce qu'on la nomme autrement? Nous profiterons en tout cas de la présence à Aix de plusieurs représentants et à divers titres de ces économies pour les interroger à partir aussi du titre d'une des sessions de ces rencontres et que nous reprenons à notre compte pour nos échanges, les temps même au pluriel, du développement, innovation, nouvelles technologies, transformation sociale, échange, quelles conditions du développement? Avec nous aujourd'hui, présents à ces rencontres lors de ce week-end des 5, 6, 7 juillet, Neza Larichi, présidente du Conseil national du commerce extérieur au Maroc. Elle a été également conseillère du Premier ministre et députée dans son pays. Monsieur Moustapha Nabli, également présent, qui vient de Tunisie, qui est un ancien de la Banque mondiale, c'est très important pour nous, économiste en chef de la Banque mondiale jusqu'en 2011 pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui a été également gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Bienvenue à tous les deux. Et puis, plus habitué de notre émission, Pierre Jacquet, que nous sommes contents de retrouver, puisqu'il est à présent à New Delhi, où il préside l'association Global Development Network. Il nous en parlera, association de chercheurs sur un réseau international qui l'encourage, et pas seulement en Inde, on en parlera dans l'ensemble des grands pays émergents. Patrick Artus, directeur des études chez Natixis, et Olivier Pastret, professeur d'économie à Paris 8, président du conseil d'administration d'IM Bank en Tunisie également. Bienvenue à tous. C'est l'économie en question, Dominique Rousset. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Donc peut-être par définir effectivement ce que j'indique comme un temps d'incertitude, y compris dans les pays émergents et en développement. C'est bien de développement que nous voulons parler aujourd'hui. Parleriez-vous de crise les uns et les autres? C'est pas certain. Neza Larichi, comment qualifiez-vous ce qui se passe actuellement dans les pays émergents et en développement, dont bien sûr le Maroc? On est en situation de crise, je dirais, relative. Nous sommes dans une période, en tout cas au Maroc, d'émergence. Les gouvernements, depuis une dizaine d'années, ont mené les politiques structurelles nécessaires pour permettre cette émergence, ce que je peux appeler, ils ont organisé la compétitivité globale dans la mesure où on a eu un développement extraordinaire d'infrastructures, on a eu une baisse des coûts du financement des entreprises, une baisse du coût de l'énergie. Donc, des conditions ont été mises en place pour l'émergence. La crise est effectivement venue un peu arrêter ce processus, je dirais, d'une façon conjoncturelle. Au début, c'est-à-dire au début de la crise vers 2008-2009, on a eu une capacité de résistance parce qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire un modèle de croissance basé sur la consommation intérieure. Ce qui nous a permis de développer cette résilience pendant 2 ou 3 années. Mais en 2012, 2013, cette année, on a un petit recul de la croissance parce qu'on reste tout de même lié à l'économie européenne. À ce qui se passe chez nous, bien Absolument. entendu. Et donc, c'est une pause, je dirais, dans ce processus de décollage économique qui était en cours.
Nous avons également mis à profit la position géostratégique du Maroc, dans la mesure où, à partir de ce pays, vous avez accès à 1 milliard de consommateurs, puisqu'on a signé un certain nombre d'accords de libre-échange. On va y revenir là-dessus. On va y revenir juste sur les définitions. Parleriez-vous de crise, Pierre Jacquet, qui était présent dans cette session dont je parle, les temps du développement? Il est toujours très tentant de parler de crise. Le problème, c'est que le mot crise est probablement l'un des mots les plus utilisés dans les débats sur la situation actuelle. Tout le monde est en crise un peu tout le temps. Et donc je crois qu'il faut essayer de qualifier davantage ce que l'on veut dire par ce mot crise. Et il me semble qu'il y a beaucoup de différences entre les situations des pays développés et des pays en développement. Dans les pays développés, on a bien sûr l'héritage de la grave crise financière dont les répercussions ne sont pas encore derrière nous. Mais fondamentalement, la crise vient du fait que les institutions, les politiques qui avaient été mises en place dans des périodes de croissance plus rapide, on savait déjà qu'elle n'est pas durable, qu'il fallait les changer, mais le brusque ralentissement de la croissance et la faiblesse des perspectives à venir imposent maintenant ce changement, et c'est ça la crise. Les rend inadaptés au fond. Et alors que dans les pays en développement, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des pays dans lesquels il y a besoin de création institutionnelle et sociale du fait même de la croissance. Et donc il faut inventer ces institutions, il faut inventer de nouvelles politiques publiques, et c'est un peu ça aussi la crise dans les pays. Donc je veux bien qu'on parle de crise, mais c'est un mot qui est devenu un peu trop galvaudé pour porter, à mon avis, la signification des différents événements un peu partout. Oui, Moustapha Nabil, nous sommes toujours sur une tentative de définition, mais on ira ensuite sur les conditions du développement. Je ne partage pas l'idée de décrire la situation mondiale comme étant une situation de crise généralisée. Moi, je préfère parler, pendant cette période, on voit de plus en plus à la fois des synchronisations et des désynchronisations de ce qui se passe au niveau mondial. Il y a des choses synchronisées. C'est vrai que ce qui se passe en Europe, en Occident, affecte les pays en développement. Donc il y a une certaine synchronisation, si vous voulez. Mais il y a aussi une désynchronisation, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les pays émergents, dans les pays en développement. L'Afrique est en train de croître de façon extraordinaire. Comparé à ce qui se passe. Donc, lorsqu'il y a synchronisation, par exemple, on voit de plus en plus ces mouvements de protestation au niveau mondial. Ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, etc. Ce sont des choses on dirait qu'elles sont synchronisées presque, parce que c'est des mouvements de fond, des mouvements populaires qui sont en train de répondre à quelque chose de fondamental au niveau Donc, je crois qu'il faut dépasser les descriptions simplistes et voir un peu la complexité de ce qui se passe au niveau du monde, où la dimension temps est différenciée, dans les différents domaines. Patrick Artus? Je crois qu'il y a quand même une situation qui est assez frappante, parce que tous les grands émergents, c'est pas vrai du tout de tous les émergents, mais tous les grands émergents il faut se garder de généralité, attention. Mais Brésil, Russie, Inde, Chine, Turquie, enfin, sont en difficulté. Et ce sont des difficultés qui ne sont pas cycliques. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène aggravant qui est la crise européenne, qui est la faiblesse du commerce mondial. Mais quand on regarde d'où viennent les difficultés des grands émergents, ce sont des choses très structurelles qui vont être très lourdes à changer. Je crois que c'est vraiment un problème pas ça une crise, mais c'est un problème de modèle de croissance. C'est une étape assez stratégique du développement. Alors, quelques exemples, et puis on reviendra peut-être dans le détail sur quelques cas tout à l'heure. Il y a beaucoup de pays où il y a une insuffisance d'infrastructures. Alors pas le Maroc bien sûr, mais Turquie, Brésil et Inde, c'est tout à fait clair. Il y a beaucoup de pays, et c'est très frappant en Chine, où les coûts salariaux ont évolué beaucoup plus vite que le niveau de gamme de l'économie. Je crois que c'est vrai au Maroc aussi. Et donc on a un problème de compétitivité, mais profond. C'est des vitesses d'évolution des coûts et de la qualité, de la nature de la production différente. Il y a des pays où il y a des problèmes sur le marché du travail qui sont de deux ordres. Il y a des pays où il n'y a pas assez de ressources en travail, comme l'Inde, et il y a des pays où il n'y a pas assez de travail pour les jeunes diplômés, par exemple. Et là, on peut parler du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Le Maroc, la plupart des pays d'Afrique du Nord, ou la Chine aussi. Et puis il y a quand même le retour de situations assez similaires à celles qu'on avait vues à la fin des années 90, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas assez d'épargne et qui du coup génèrent des déficits extérieurs qui sont financés par des flux de capitaux très instables. Donc typiquement l'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud. Vous avez quand même le retour de ce financement du développement par des capitaux financiers à court terme, ce qui est extrêmement dangereux. Et on voit bien que très peu de pays réussissent ce que réussissent certains. On peut avoir à l'esprit la Corée il y a une dizaine d'années, ou l'Indonésie par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire développement harmonieux comme on dirait en Chine, où à la fois le niveau de gamme, les infrastructures, la qualification, les salaires montent en parallèle. C'est des vitesses différentes de progression de ces variables qui expliquent les difficultés, je crois. Oui, avec des risques sociaux énormes, Olivier Passet.
Oui, ça me paraît un peu trop subtil, ce qui est une qualité dans la une qualité, voilà. Oui, Patrick Artus est très subtil. Évidemment une qualité. Pour moi, il y a deux. Je rappelle que le mot crise, ça vient du grec crisis, ça veut dire crible. Tamis, il y a des trucs, changement du mode de régulation. Je pense qu'entre le nord et le sud, il y a deux cas qui sont radicalement différents. Le nord, c'est est-ce que compte tenu notamment des évolutions démographiques, on va arriver à maintenir un taux de croissance potentiel satisfaisant, et donc le risque aujourd'hui dans les pays du Nord, et le fait qu'il y ait un risque ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à le gérer, mais le risque c'est que on se trouve dans une situation de crise très durable, au sens très faible niveau de production, croissance de la production. Dans les pays du Sud, c'est le même mot, crise, mais c'est une réalité complètement différente. Parce que face à un phénomène, disons, d'émergence, on a des difficultés qui peuvent être conjoncturelles. La crise, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la crise dans les pays du Nord, elle n'est pas du tout conjoncturelle, elle est vraiment durable. Dans les pays du Sud, les difficultés qu'on voit aujourd'hui peuvent être conjoncturelles. Encore une fois, alors on discute de la Chine, est-ce qu'ils vont faire... À condition, comme le dit Patrick Artus, qu'elles avancent, que les progrès avancent en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui freine les autres. Bien sûr, mais c'est exactement à ça que je voulais en venir. On discute de la croissance chinoise en se disant, est-ce que ça va être 6,5, 7, 7,5%? Moi, je veux bien qu'on parle de crise, mais vous proposez ça à M. Hollande, à mon avis, il achète. C'est un problème de désajustement très profond qui pourrait se transformer en crise structurelle si on n'arrivait pas à gérer soit les problèmes d'infrastructure, soit les problèmes de qualité de manœuvre, etc. Mais c'est donc deux crises de nature assez différente. Oui, oui, bien sûr. Je voudrais juste ajouter un mot. Le mot crise, dans l'idéogramme chinois, veut dire opportunité et menace. Et le Maroc a parfaitement compris. C'est bien de rappeler cette définition. Oui, c'est pour compléter celle d'Olivier Pastrec. Qui est préalable à celle à la grecque. Et donc, c'est vrai en plus. Et donc, par exemple, l'économie marocaine est en train de se réorienter vers l'Afrique. Nous sommes déjà très présents. 2 grandes banques sont très présentes, les télécommunications, les infrastructures, construction de barrages. Et c'est une opportunité d'aller là où le potentiel de croissance se trouve. Oui, au passage, justement, Néza Larichy, en préparant cette émission, nous allons en parler toutes les deux. Vous ne parlez plus de modèle occidental dans vos économies. Question peut-être à laquelle pourra aussi répondre Je pense que c'est un des messages qui a été clair. Ouais. Il n'y a pas de modèle transposable, d'autant plus que le contexte international a changé. Hier, lors des débats, nous avons évoqué, j'ai entendu parler d'avantages comparatifs. Ça m'a un petit peu surpris parce que nous sommes dans une mondialisation. Vous n'étiez pas d'accord? Ouais. Non. Parce qu'on a une fragmentation des processus de production et vous avez des usines dispersées à travers le monde. Des chaînes de production, donc des chaînes de valeur. Et le défi est de se positionner sur la chaîne, sur le maillon où il y a le plus de valeur ajoutée. 3 conséquences très importantes. On a eu une explosion du commerce international. Et ce commerce international est composé de biens intermédiaires qu'on s'échange. Et ces biens intermédiaires, à chaque fois qu'ils passent par une frontière, sont comptabilisés. Donc, le commerce international était surévalué. D'ailleurs, en 2012, et pour la première fois, l'OMC a publié des statistiques en valeur ajoutée pour avoir le vrai visage du commerce international. Et 3e conséquence importante, c'est qu'il y a un changement des politiques commerciales. Lorsqu'on parle de la question de compétitivité, les politiques commerciales, les droits de douane ne sont plus opérationnels. D'où le recours de plus en plus accru à ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. Et je vous assure qu'on devient très ingénieux, et j'appelle ça des avions furtifs qu'on ne détecte pas au radar, tellement c'est pernicieux. Et on a une évolution, un changement dans la politique commerciale, et cette compétitivité n'est plus jouable par rapport à un certain nombre de politiques publiques, dont la politique commerciale. Voilà. Je vois Pierre Jacquet qui a envie de réagir à ce que vous nous dites. Oui, je rappelle Nezra Larichy qui s'occupe de commerce extérieur justement au Maroc, dans son pays. Pierre Jacquet. Je partage ce qui vient d'être dit sur l'évolution du commerce, mais je crois précisément que la notion d'avantage comparatif est de plus en plus pertinente et que c'est elle qui gouverne finalement l'organisation des chaînes de production, les choix que font les différentes entreprises de localiser différents segments de la chaîne de production
production dans différents pays. Et donc il me semble que l'un des enjeux, l'un des défis pour les politiques commerciales notamment, et pas seulement commerciales, je ne crois pas que c'est des politiques commerciales, comme vous le disiez d'ailleurs, c'est des politiques publiques en général, c'est la construction d'avantages comparatifs, c'est la construction d'avantages liés au territoire qui vont être déterminants dans les choix de localisation de segments qui peuvent être des segments élémentaires de la chaîne de production. Et c'est en opposition en effet avec une vision des avantages comparatifs qui date d'une vingtaine d'années ou trentaine d'années dans lesquelles on pensait la localisation de l'ensemble de la chaîne de production. Donc il me semble que le commerce est en effet devenu très très important, mais que les avantages comparatifs sont loin d'être une approche désuète des choses. Il y a rapidement réponse de Madame Larissi, mais j'aimerais que Moustapha Nabi très rapide. Notre échange. Il y a une tentative pour dépasser la question des avantages comparatifs. C'est ce qu'on traduit actuellement par la colocalisation ou le co-développement. C'est pour précisément permettre à des pays comme le Maroc de se positionner sur des maillons à forte valeur ajoutée. Moustapha Nabi, pour arbitrer peut-être cet échange. Je serais plutôt du point de vue de Pierre, parce que l'avantage comparatif reste un concept fondamental. Bien sûr, ce n'est pas l'avantage comparatif dont on parlait il y a 30 ans, il y a 50 ans, où c'est statique et puis c'est limité aux facteurs de production, capital, travail, etc. C'est beaucoup plus complexe parce que les éléments de l'avantage comparatif ne sont pas seulement le coût du travail seulement, c'est tout l'environnement de la production, de transport, de communication qui devient pertinent. Et puis, la question de l'avantage comparatif dynamique aussi est pertinente. Donc je crois qu'on ne peut pas éviter l'idée, c'est-à-dire le Maroc ou la Tunisie ou n'importe quoi, ne peut pas produire n'importe quoi et être compétitif dans n'importe quoi. Donc il doit choisir les choses dans lesquelles il peut être le mieux positionné pour... c'est ça l'avantage comparatif au fond. Et donc n'importe qui ne peut pas être compétitif dans n'importe quoi, c'est ça l'avantage comparatif, et ça on peut pas le dépasser. C'est-à-dire on peut le dépasser dans le temps, c'est-à-dire on peut construire des avantages comparatifs nouveaux, etc. Mais c'est dans le temps. Mais ça reste pertinent. Je voudrais ajouter une remarque concernant les modèles de développement, et peut-être on reviendra là-dessus. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas beaucoup au terme modèle de développement. Je trouve que c'est un terme qui est totalement inapproprié. On n'est pas là, les pays ne sont pas en train d'avoir en face d'eux une liste de modèles possibles. C'est comme dans un magasin, vous travaillez, vous ajoutez tel modèle et tel modèle. Et puis, non, chaque pays construit son modèle, son processus de développement, si vous voulez, en fonction de ses conditions, et peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui. En tout cas, ça n'est plus opportun. Ça l'a été quand même, non? Le modèle de développement, ça l'a jamais été selon vous? Ou est-ce que c'est aujourd'hui que ça n'est plus pertinent, ce que vous venez de nous dire? Moi, je pense que ça n'a jamais été pertinent, mais peut-être on avait une vision assez simple. Il y a 40 ans, 50 ans, les choses étaient plus simples, donc on pouvait... de façon simpliste, voir quelques appliquer d'autres mais recettes, le monde est devenu tellement complexe et que il n'y a pas un nombre limité de modèles parmi lesquels on peut choisir. Pierre Jacquet, à nouveau, pardon, Olivier Pascal. Ceux qui ont appliqué des modèles simples se sont tellement ramassés qu'ils sont eux-mêmes remis en cause. Enfin, le monde est plus complexe et les modèles simples... La raison ne font rêver personne. La raison pour laquelle on parle souvent de modèle, c'est qu'on est constamment en train d'essayer de comprendre le développement. Et donc comprendre le développement, c'est d'essayer de construire un modèle qui explique comment le développement se produit. Bon, cela dit, je crois que Moustapha a parfaitement raison. Empiriquement, il n'y a pas un modèle de développement, il y a des trajectoires de développement. Et toutes les études qui regardent les succès de différents pays, on arrive à la conclusion que les trajectoires sont quand même très idiosyncrasiques. Donc je crois qu'il faut arrêter de parler de modèle de développement. Sur la discussion précédente, je voulais revenir sur un point qui me semble important et lié à la discussion sur les avantages comparatifs. On parle souvent de compétitivité, on l'a déjà évoqué dans ce débat. Je crois qu'il faut surtout parler de productivité. Il faut arrêter de parler de compétitivité comme si c'était encore une fois une lutte entre pays. Il y a évidemment politiquement toujours un petit peu de ça. On parle toujours de conquête des marchés quand même. Oui, enfin, fondamentalement, cette conquête, elle n'est pas fondée sur la compétitivité, elle est fondée sur la productivité et sur les avantages de productivité. Et ça, c'est un enjeu très très important, pas seulement dans les pays en développement, mais aussi dans nos pays industrialisés, c'est de comprendre les ressorts de la croissance de la productivité et de comprendre d'ailleurs un des débats qui revient souvent dans les journées d'Aix-en-Provence, qui est le lien entre les politiques sociales et la croissance de la productivité, par exemple. Quelles sont les interactions? Est-ce qu'il y a un arbitrage ou pas? Et ça, on le comprend encore pas très très bien, je crois, et c'est fondamental. Oui, peut-être appuyons-nous sur quelques exemples, et ça nous ramène d'ailleurs à ce que Patrick Artus disait en commençant ce débat, au sujet de la formation et de l'éducation. Ça aussi, c'est un des éléments, bien sûr, de la productivité. Vous parliez très brièvement des différents
différence entre la Chine et l'Inde, par exemple, Patrick Artus? Oui. Allons un petit peu plus loin. Je vais répondre, je voudrais juste comme réagir à ce qui vient d'être dit. Ouais, je t'en prie. Je crois qu'une évolution extrêmement importante des quelques dernières années, c'est que les écarts de coupure entre les pays en développement les plus avancés et les pays dits avancés, je ne sais pas s'ils le sont vraiment d'ailleurs, sont en train de fondre. Fabriquer une voiture, ça coûte à peu près le même prix en Chine et aux États-Unis. Et ça coûte un peu moins cher en Espagne qu'en Chine. Et donc il n'y a plus tellement de frontières en termes de coûts. Ce qui veut dire que le positionnement des émergents, si on doit toujours les appeler émergents, alors on ne parle pas de l'Afrique, là, on parle pas du Vietnam, on parle pas, mais on parle sans doute de l'Afrique du Nord, on parle du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, on parle de la Chine, on parle de... on ne parle pas d'un tiers des pays du Sud. Oui, mais on parle de beaucoup d'émergents. On parle du Mexique, on parle du Brésil, on parle de l'Argentine, on parle de beaucoup de pays quand même, qui ont plus d'avantages en termes de coûts corrigés de la productivité, bien entendu, tellement par rapport aux pays de l'OCDE et en particulier par rapport aux États-Unis ou par rapport aux pays du sud de la zone euro. Donc le positionnement productif, il va plus se faire tellement en fonction des écarts de coûts. Il va se faire justement en fonction de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire du positionnement dans la gamme de production. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans ce saucissonnage des processus de production, où sont les pays. Mais le choix de localisation se fera de moins en moins en fonction des coûts eux-mêmes. Personne n'a sans doute encore réalisé que la Chine était un endroit tellement cher pour produire que les entreprises chinoises se délocalisent à toute allure. Elles-mêmes se délocalisent dans le reste de l'Asie, en Afrique du Nord et même en Europe. Mais il n'est pas certain effectivement qu'on l'ait bien réalisé, comme vous venez de le dire. Et donc c'est un changement complet, il me semble, pour la stratégie des émergents. On n'est plus dans la théorie des coûts comparés. Oui, on ne peut plus asseoir une stratégie. Alors bien sûr, à nouveau, c'est pas le Vietnam ou le Cambodge, voilà. Mais pour les pays émergents qui quand même progressent depuis des années, on peut plus asseoir une stratégie de croissance sur le simple fait qu'on est moins cher, parce qu'on n'est plus moins cher. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut aussi monter en gamme, fabriquer des produits complexes. Oui, non, mais en corrigeant de la productivité. Bien sûr, les salaires sont... C'est-à-dire si la productivité s'améliore en Chine, ils vont être compétitifs. Oui, alors le piège, si je peux encore vécu, le piège c'est quoi? C'est justement le piège où sont les Chinois. Exactement. Comme ils sont atteints par cette hausse de coûts, la partie de leur économie qui se développe, c'est la partie la moins sophistiquée de leur économie. C'est la construction, c'est le bâtiment, c'est pas du tout l'industrie sophistiquée qui est trop chère en Chine. Et donc du coup, leur productivité, au lieu d'accélérer pour corriger, elle est en train de ralentir à cause simplement du poids de la construction dans l'économie. Donc je crois qu'il faut avoir une vision extrêmement différente de celle d'il y a 10 ans sur le positionnement compétitif des pays émergents. Je ne perds pas de vue la question de l'éducation. Après, je te ferai les Olivier Pastel. Non, mais la crise a eu un mérite, c'est qu'elle a rendu les économistes, si ce n'est plus intelligents, au moins un peu moins... Plus prudents. J'allais dire bêtes. Et simplificateur. On n'oserait pas. Non, mais il est très optimiste. Le point qu'a évoqué Pierre Jacquet me paraît essentiel. Parlons de productivité. Point. Allez, on arrête de parler. Ce qu'on a découvert, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a avancé que partiellement. On vient de découvrir que la productivité était complexe. C'était pas simplement comment est-ce qu'on produit plus dans une usine que dans l'image traditionnelle, mais comment est-ce que la formation, les infrastructures, la qualité de la formation professionnelle, il faudrait rentrer dans la qualité des institutions, des politiques publiques. Voilà, la gouvernance d'entreprise, etc. Comment tout ça améliore la productivité. Alors ça renforce le point qui était évoqué tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de modèle. Je veux dire, chaque pays a une articulation spécifique, mais on n'arrive pas aujourd'hui. On sait que le système est plus complexe, on essaie d'analyser la complexité, mais on n'a pas pour le moment trouvé de bonnes solutions. Je voudrais ajouter quelque chose sur ça, Olivier, parce que ce qu'on a appris ces dernières années dans la recherche et dans l'expérience, c'est que la question de la productivité est très complexe en fait, parce que dans un même pays, on a des différentiels de productivité énormes dans le même secteur. Donc, les entreprises qui produisent la même chose ont des productivités extrêmement différentes dans le secteur. Et nous avons des productivités extrêmement différentes d'un secteur à un autre. Donc, tout le processus de production, tout le système de développement est un processus. Comment faire bouger les ressources vers les entreprises et vers les secteurs qui sont les plus productifs. Et c'est ça vraiment l'enjeu de développement aujourd'hui. Je crois que si on pouvait simplifier la question de développement aujourd'hui, et ça reflète un peu ce que Patrick disait concernant la Chine aujourd'hui, comment au lieu de faire bouger, de faire allouer les ressources vers les secteurs qui sont plus productifs, peut-être en Chine on est en train de faire l'inverse, ce qui est
très très dangereux en fait pour les perspectives de la Chine. Pourquoi souriez-vous? Non, Olivier parce que Pastrel c'est un Tunisien qui dit ça, parce que ce que vient de dire Moussa Nabli, quand on voit la Chine, on comprend bien qu'entre ce qui est au bord de la côte et à l'intérieur du pays, par immenses régions, peut être différencié. Mais dans un pays qui est géographiquement petit, on a exactement le même problème. Même en Tunisie, il y a des problèmes de différence de productivité entre régions, entre secteurs bien sûr, mais entre régions. Donc le problème se pose dans tous les pays, y compris dans les pays qui ne sont pas les plus grands, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Alors après cet état des lieux général que vous venez de faire les uns et les autres, je voudrais qu'on en vienne aux conditions du développement, à celles que l'on souhaiterait voir s'appliquer aujourd'hui dans une situation décrite et qui n'est pas forcément celle que beaucoup continuent de croire réelle. Vous venez bien de nous l'expliquer. Patrick Artus, je reviens à nouveau sur ma question éducation-formation qui me paraît centrale et effectivement qui est un des éléments de la productivité dont vous venez de parler. Des différences considérables. Prenons quelques pays et peut-être que sur l'Inde vous aurez un dialogue avec Pierre Jacquet qui vit à présent. La formation, l'éducation, on n'est pas dans les mêmes situations. Et on parlera évidemment des pays d'Afrique du Nord. Chine-Inde, c'est passionnant parce qu'on a une opposition absolument complète. La Chine, c'est un pays qui a organisé d'abord l'exode rural. Donc les paysans, ça se ralentit, puisque maintenant la politique est plutôt d'essayer de faire trouver aux ruraux des emplois non ruraux là où ils sont. C'est que 70% des ruraux chinois ne sont plus paysans, ce qui est une évolution assez récente. L'intérieur devient à l'intérieur même. Oui, on parle toujours de la côte, c'est mais vrai. non agricole, ce qui est un changement très important. Mais quand même, le modèle de développement chinois est toujours basé sur le fait que les ruraux deviennent urbains, travaillent dans l'industrie ou dans les services liés à l'industrie, et que tout le monde va à l'école. Il y a à peu près aucun problème d'illettrisme en Chine. C'est assez facile de trouver un rural et de l'amener dans une usine d'automobile. Et ça a alimenté, c'est le modèle de croissance de la France et de l'Italie dans les années 50. Il sait lire et compter. Et voilà, et donc ceci s'organisait en tout cas assez bien. Ce qui a grippé, c'est effectivement... Ce qui est intéressant en Chine, c'est que finalement les politiques économiques des Chinois partent souvent de bonnes intentions qui tournent mal. Donc la volonté de fixer les ruraux à la campagne, elle s'est aussi faite par une très forte hausse du niveau de vie des paysans, qui a incité les paysans à rester paysans, ce qui a créé une rareté de main-d'œuvre dans les villes et ce qui a fait monter aussi très rapidement le coût du travail. Mais c'est un modèle quand même d'exode rural massif, de modernisation de l'agriculture avec encore un énorme potentiel. Il n'y a pas besoin de 30% de paysans. L'Inde, c'est l'inverse. Situation inverse en Inde. Les ruraux restent ruraux. Il y a à peu près la même proportion de ruraux qu'il y a 20 ans. Illettrisme, enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc aujourd'hui, extraordinaire difficulté de recrutement pour les entreprises, ce qui explique que la production industrielle est à peu près plate maintenant depuis 2 ou 3 ans en Inde. Alors que le niveau de technologie est au contraire très avancé. Oui, mais pas du tout avec le même effet de diffusion finalement. Oui. Pierre Jacquet, est-ce que vous observez sur place? En même temps, j'hésite beaucoup à parler de l'Inde. C'est un pays extraordinairement divers et le fait même d'y vivre ne donne aucune autorité pour vraiment analyser de façon synthétique. Les Indes, absolument. En revanche, ce qui est extrêmement frappant, mais je crois que c'est vrai dans beaucoup d'endroits finalement, c'est que ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des services publics, mais la qualité laisse à désirer. Il y a de l'éducation, il y a des écoles. Mais les enseignants ne vont pas faire leurs cours. Mais quand ils viennent faire leurs cours, quand ils font acte de présence, ils n'enseignent pas nécessairement. Autrement dit, il y a un problème de qualité très profonde des services publics. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore bien mesurer. Et on n'a pas encore parlé des objectifs du millénaire pour le développement, mais il y a un objectif un peu sur la quantité d'éducation. Il faut scolariser les gens. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore que cette scolarisation produise des résultats. Ça serait intéressant d'avoir un commentaire au Maroc, parce que c'est un pays dans lequel il y a eu des dépenses d'éducation très importantes, surtout relativement à pas mal d'autres pays. Et pourtant, les résultats ne sont pas à la hauteur de ces dépenses. Et donc on voit bien là qu'il y a besoin de comprendre la qualité des services publics et c'est quelque chose qui nécessite la gouvernance. Alors l'un des problèmes de l'Inde aussi, c'est la corruption. En tout cas du point de vue de l'observateur limité que je suis, c'est pas seulement la corruption, c'est au-delà même de la corruption un problème de gouvernance majeur, un problème d'organisation même des administrations. Qui peut se poser ailleurs si l'on parle des conditions du développement, bien sûr. Nessa Al-Richi, sur cette question formation-éducation, on sait que les pays d'Afrique du Nord ont une formation tout à fait réussie, mais avec des gens qui se retrouvent finalement presque trop qualifiés pour les emplois qu'on peut mettre à leur disposition. On est devant cette difficulté. Question pour vous deux, je ne sais pas. Alors, Moustapha Nabli, je vous en prie. Non, je crois que c'est un problème qui n'est pas simple.
on tend à parler d'éducation et de qualification comme si c'était la même chose. Vous avez raison. Année d'éducation, jour d'éducation, niveau, année, etc. ne veut pas dire qualification. Donc on a un processus, que ce soit au Maroc, en Tunisie, on a vu le nombre d'années, moyen d'années d'éducation augmenter de façon extraordinaire, mais le contenu, la qualité de l'éducation en termes de qualification n'est pas ça. Et la qualité aussi, tous les tests internationaux, les tests comparatifs entre pays montrent que le niveau de la qualité de l'éducation reste extrêmement. Et donc, de nouveau, la question de la dimension de temps, dans le temps et développement, est là. Parce que la formation et les qualifications, ce sont des phénomènes qui demandent du temps. Et donc, lorsque vous avez pris le mauvais tournant en termes de qualité de l'éducation, ça prend énormément de temps pour corriger. Et entre-temps, vous perdez votre productivité, vous perdez votre compétitivité, parce que vous n'arrivez pas à améliorer la productivité de façon suffisante pour contrecarrer les pays qui vous concurrencent ou les pays qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et le temps presse, bien sûr, Olivier Pastret. Il y a un point qui est une vraie question, puisque vous posiez la question des conditions du développement, c'est est-ce que la politique macroéconomique a encore un sens? Ce que je veux dire, c'est est-ce que les grandes orientations macroéconomiques données, alors je veux dire par le FMI, par la Banque beaucoup moins par la Banque mondiale, mais par beaucoup d'instances intergouvernementales, est-ce que c'est encore adapté à la période de transition qu'on vit? C'est une question. Oui. En Inde, ça me paraît une question pertinente. Enregistré aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'était au tout début du mois de juillet. Nous parlons donc, Olivier Pastret a raison de me le faire rappeler, nous parlons donc des temps du développement et nous sommes en compagnie de Moustapha Nabli, ancien de la Banque mondiale. Il a été chief économiste pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec Nezra Larichi, je dis mal votre nom, présidente du Conseil national du commerce extérieur au Maroc. Donc merci à tous les deux de nous avoir rejoints, avec Pierre Jacquet, Patrick Artus et Olivier Pastret qu'on vient d'entendre à l'instant. Madame. Je reviens à la question de la formation. Effectivement, au Maroc, 25% du budget est consacré. 25% du budget. Absolument. Oui, très important, à la formation. Alors, et c'est effectivement le maillon faible. Et ce maillon faible devient encore plus faible à l'ère du numérique, où il va falloir former des cerveaux d'œuvre. Au Maroc, parmi les programmes lancés, il y a le programme GENI, Généralisation des technologies de l'information, qui a été mis en place en 2006, repensé en 2009, précisément pour corriger les dysfonctionnements. Et tout dépend de l'école, de l'endroit où elle est située, et tout dépend de la qualité du directeur ou de l'enseignant au moment où le rôle de l'enseignant doit être complètement repensé. Maintenant, l'enseignant, à l'ère du numérique, doit apprendre à apprendre. Il doit donner le goût du savoir. Et ça suppose d'abord que l'enseignant lui-même soit sensibilisé à tout ce monde plein d'informations. Vous savez, le net, ce n'est pas une source d'information, c'est une multitude de sources qu'il faut aller chercher. Il y a le web invisible. 75% des sources d'informations sont invisibles. Quand je dis invisibles, invisibles aux moteurs de recherche et qui sont souvent des sources pertinentes. Donc tout ça, c'est pour dire que l'enseignant ne peut plus être seulement enseignant d'une matière, mais qu'il doit maîtriser. On doit aller au-delà de l'usage simpliste des ordinateurs, de l'iPad, de tous ces terminaux. Et ça passe par la formation des enseignants. Et c'est l'effort qui a été mis en place actuellement au niveau de ce qu'on a appelé un programme d'urgence. Donc ça paraît paradoxal de parler d'urgence pour un programme qui relève précisément, c'est-à-dire la formation du long terme. Ouais. Mais effectivement, c'est un processus long et lorsqu'on rate le tournant, ça met beaucoup de temps pour corriger et on est à ce niveau, malheureusement. Nous avons appris lors de ces rencontres, comme je l'ai entendu pas plus tard que hier, qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y avait une option d'apprentissage de l'écriture sans passer par le manuel, directement sur les ordinateurs. Ça va très loin dans ce que vous venez de nous dire, Nezra Larichi. Et ça rejoint ce que vous êtes en train de faire, Pierre Jacquet. Je fais une transition un peu rapide, mais sur ce Global Development Network, qui est donc une association internationale, une organisation
qui passe aussi par les réseaux Internet. Mais alors dites-nous un petit peu plus, et qui va au-delà de la formation. C'est un réseau qui utilise tous les instruments du réseau. Donc certainement, Internet est l'un des instruments. Mais enfin, vous savez, l'instrument de base du réseau, c'est les rencontres, c'est les interactions, c'est le travail en commun. C'est ce qu'on appelle en anglais le mentoring, donc la capacité de chercheurs à un endroit du monde d'aider des chercheurs situés ailleurs. La mission du Global Development Network, qui est une institution internationale, c'est pas une organisation non gouvernementale, c'est pas une association, c'est une véritable organisation internationale qui ne travaille pas, son siège est à Delhi, mais elle travaille dans le monde entier. Et sa mission, c'est d'aider la recherche. On appelle ça le renforcement des capacités de recherche en sciences économiques et sociales dans les pays en développement. Alors pourquoi est-ce qu'on croit beaucoup à cette mission ? Pour plusieurs raisons. La raison peut-être principale, c'est que le développement ne se décide pas ailleurs. C'est pas l'étranger qui va définir les, entre guillemets, modèles de développement qu'il faut que tel ou tel pays suive. Cette discussion, elle doit se produire dans le pays même. Il y a un principe de la déclaration de Paris, vous savez, qui est cette déclaration qui liste un certain nombre de grands principes que tous les donneurs d'aide et les bénéficiaires se sont engagés à appliquer. Il y en a un d'entre eux qui s'appelle en anglais ownership, qu'on traduit par le mot français d'appropriation, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la capacité de chacun de s'approprier les trajectoires dans lesquelles il va s'engager, les politiques publiques qu'il va mettre en œuvre. Eh bien, ce principe, il est très très mal mis en œuvre. Et pour qu'il soit mieux mis en œuvre, il faut une capacité locale de réflexion. Il faut que les chercheurs locaux puissent contribuer et prendre part au débat. Le deuxième grande raison pour laquelle construire les capacités de recherche est important, c'est que cela conduit en principe, si on est un peu optimiste sur le rôle de la recherche en économie et en sciences sociales, à des politiques publiques de meilleure qualité. C'est-à-dire des politiques publiques qui seront élaborées en fonction de l'analyse empirique qui peut être proposée, de l'observation des faits, et non pas le recours à certaines idéologies qui seraient totalement contraires à l'observation empirique. Et puis la troisième grande raison, c'est la diversité des approches, le fait que les pays en développement puissent prendre leur voix dans les débats internationaux. Donc c'est une mission, je crois, de très grande utilité publique. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes constitués en organisation internationale. Sur ce point, Moustapha Nabli, voilà vous connaissez ce réseau. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Dominique, parce que j'ai remarqué dans ces journées d'Aix, en fait, que il y a une prédominance du franco-français, c'est-à-dire tous les débats sont centrés, alors que le monde est un monde mondialisé, et donc vous avez choisi d'avoir cette séance pour consacrer au problème de développement qui va bien au-delà de ce qui se passe en France. Et c'est donc j'ai voulu vous remercier pour cette occasion, parce que c'est vraiment exceptionnel, parce qu'il y avait essentiellement une seule séance qui était dédiée à quelque chose qui n'est pas d'intérêt français particulièrement. Donc c'est à noter. Donc j'ai voulu le dire, etc. Ce réseau dont nous parle Pierre Jacquet est une des voies possibles, bien sûr. Ce réseau, c'est parce que ce réseau, il se fait que je connais bien, qu'on collabore ensemble avec Pierre et tout ça sur ces questions-là. Mais c'est dans le cadre de quelque chose de plus global, de plus général en fait, de plus général. Et ça, c'est lié à cette question que je disais tout à l'heure de modèle de développement. Et qu'il n'y a pas de modèle qu'on va choisir et qu'on va appliquer. Chaque pays doit élaborer son modèle, élaborer ses choix en fonction de son histoire, en fonction de ses ambitions, en fonction de sa situation, en fonction de son environnement, etc. Et donc renforcer les capacités intellectuelles dans leur ensemble. Des spécialistes de sciences sociales, mais aussi des hommes politiques, aussi de la société civile, etc., est extrêmement important. Et je pense que France Culture, peut jouer un rôle dans ce cadre-là si elle se donnait aussi cette ambition d'être internationale. Mais si je reviens sur l'organisation internationale dont nous parle Pierre Jacquet, on est aussi sur, tant qu'on peut,
une tentative pour retenir justement les chercheurs sur des champs d'investigation qui concernent leur pays ou leur région. Éviter qu'ils soient tentés d'aller travailler ailleurs. Oui, en tout cas qu'ils reviennent chez eux. Problème que tout le monde connaît bien. Il y a besoin de localisation de la capacité intellectuelle. Cette capacité intellectuelle, elle existe déjà. Il y a des chercheurs de pays en développement dans de très nombreuses institutions internationales qui ont une capacité extraordinaire à analyser, à comprendre, à expliquer. Simplement, je crois qu'il faut diffuser cela par la construction de capacités vraiment locales dans les pays. Patrick Artus. Je voudrais revenir sur la difficulté qu'il y a à faire évoluer en même temps les économies et les politiques d'éducation et de formation. Et je voudrais prendre l'exemple du Maroc, justement. L'industrie au Maroc, c'est 14% du produit intérieur brut. Et à l'intérieur de l'industrie, appelons ça sophistiquée, bien d'équipement, etc., c'est 18% de l'industrie. Donc en gros, la partie du produit intérieur brut du Maroc qui est de l'industrie sophistiquée, c'est 3%. C'est 3%. Et là, on voit bien la difficulté. L'urgence, c'est sans doute pas de fabriquer c'est un très vilain mot, mais enfin, des jeunes très diplômés, très à l'aise avec les technologies de l'information, c'est de faire augmenter ce chiffre de 3%. Parce que sinon, il y a une incapacité complète de l'économie à trouver des emplois pour ces jeunes. Et il me semble qu'il faut faire très attention à ça. Donc, il me semble que dans les politiques au Maroc, il ne faudrait absolument pas oublier que finalement, par rapport au stade de développement du pays, l'industrie est trop petite, l'industrie est trop de l'industrie bas et milieu de gamme, et qu'on risque de fabriquer au contraire de l'exode des jeunes diplômés, parce qu'ils ne trouveront pas sur place du tout le bout de l'économie qui peut les absorber. Donc je crois que c'est quelque chose que les Chinois ratent. Et j'ai peur que les Marocains soient dans une phase quand même assez de déséquilibre sur ce point. Les Chinois sont en train de le rater, ça. Les Chinois sont en train de rater ça. Il y a 7% des jeunes Chinois qui ont une formation au niveau doctoral dans des universités qui sont de meilleures en meilleures. Et quand vous regardez, on parlait des statistiques du commerce extérieur en valeur ajoutée tout à l'heure. Je crois que c'est vous qui... Quand vous regardez la part de la valeur ajoutée chinoise dans les produits sophistiqués, l'électronique, les matériels de télécom, c'est 5%. La Chine, quand vous voyez, prenez votre iPad, votre iPhone, c'est Pierre qui est le fanatique de l'iPad, c'est marqué dessus Made in China. La valeur ajoutée chinoise dans un iPhone ou un iPad, c'est entre 4 et 5%. 2%, on dit. C'est 2%. Et il y a 30% de valeur ajoutée européenne, qui est d'ailleurs entièrement irlandaise, et ce qui prouve que c'est complètement bidon. Mais enfin bon, mais donc voilà, la grande difficulté, c'est ça. Et la part de valeur ajoutée chinoise dans les produits sophistiqués n'a absolument pas augmenté en 10 ans, alors que le nombre de diplômés supérieurs a augmenté considérablement. Et ce que dit Patrick Artus, c'est quand même assez effrayant, parce qu'on a le sentiment qu'on voudrait freiner au fond cette éducation, cette formation accélérée. Les Chinois sont trop bien formés. Voilà. Ils sont trop bien formés. On se retrouve avec des gens trop formés. C'est horrible à dire. C'est bien ce que je pense. La trappe, Patrick, c'est un piège terrible. Dans la littérature, ce qu'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires. C'est-à-dire les pays qui arrivent à un certain niveau de revenus et qui n'arrivent pas à pousser dans la gamme de production vers les produits, vers les services qui sont à haute valeur ajoutée et qui utilisent les capacités et les compétences de leur... C'est aussi le cas de la Tunisie, votre pays? Oui, ça se pose dans tous les pays. Ça se pose aujourd'hui, ça se pose en Chine, ça se pose en Malaisie, ça se pose dans le cas de la Tunisie, il y avait aussi tout un problème à un moment de définition des orientations de la formation professionnelle. Si on veut former des qualifications adaptées à l'industrie, il faut laisser à l'industrie un mot à dire dans l'orientation des programmes de formation. Quand ces programmes sont définis au niveau des politiques publiques par des gouvernements qui ne font pas attention au marché, à l'évolution des marchés et des entreprises, on a un décalage entre la formation qui est proposée. Parce qu'on produit des diplômés du supérieur, c'est-à-dire notre problème qu'on a produit pendant les 15 dernières années, les 20 dernières années des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont dans des spécialités diverses, mais qui ne sont pas tout à fait ou pas du tout adapté aux besoins on retrouve cette question centrale de la synchronisation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une désynchronisation entre le moment où on décide des grandes orientations de la formation, que ce soit de l'éducation supérieure ou de la formation professionnelle, et puis l'évolution des marchés dans lequel les besoins évoluent et on n'arrive pas à suivre l'évolution des besoins. Donc cette question que tu évoquais tout à l'heure, Mustapha, de désynchronisation des horizons temporels me semble très très fondamentale dans les processus encore à la France, Est-ce que vous pouvez arrêter de parler de la France? J'étais sûr qu'il allait le dire. Mais c'est aveuglant. Mais attendez, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la science économique progresse et essaie d'aller plus dans le détail. Ça revient à ma question tout à l'heure, sur laquelle moi j'ai une réponse très simple, sur le rôle respectif de la macro et de la micro. Ah oui. Mais on a parlé du travail qui est évidemment essentiel. Si on parle du capital, c'est à mon avis un des vrais enjeux du développement dans la plupart des pays. Parce que
entre le microcrédit qui a marché au Bangladesh et accessoirement au Bangladesh et les bourses émergentes qui ne profitent pas forcément extraordinairement aux économies émergentes, il y a un grand mystère au milieu qui s'appelle le système bancaire, qui, on va dire ça comme ça, dont on pourrait quand même dire un mot, dont en on effet. pourrait améliorer peut-être l'efficacité et l'implication. C'est qui on C'est les opérateurs, les banques centrales, les organismes internationaux, c'est tout, et accessoirement les intellectuels qui pourraient aussi donner leur point de vue, ce qui n'est pas tellement, le cas. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Nézat Patrick Al-Richier. Marcus, concernant Mais le on Maroc. ne perd On pas n'est de vue les banques, on va y revenir. On n'est pas dans une situation de surqualification puisque nous n'avons pas assez d'ingénieurs et qu'il y a eu un programme de formation Au d'ingénieurs. Maroc. Oui, oui, tout à fait. Et lorsqu'on a mis en place, par exemple, ce qu'on a appelé les nouveaux métiers du monde, dont l'aéronautique, c'est un pôle qui se développe énormément, vous le savez, Airbus, Boeing et Bombardier sont installés présents chez vous, au oui. Maroc. On a créé une école pour former aussi bien des ingénieurs que des ouvriers qualifiés. Donc on n'est pas dans la situation encore chinoise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un décalage entre la formation et l'offre de travail. C'est certain que nous avons le même problème qu'en France, qu'en Tunisie, d'où d'ailleurs l'existence de nombreux diplômés en chômage. Mais on n'est pas encore dans la situation de surqualification. Et les moyens d'éviter cette situation-là, les moyens d'éviter justement d'en arriver là, comment comptez-vous faire? C'est ce que, par exemple, on répond aux différentes stratégies de développement. Vous savez que, comme nous avons une monarchie, nous avons la vision de long terme et nous avons des stratégies sectorielles sur 15-20 ans. Que ça concerne le tourisme, le plan vert pour l'agriculture, halieutisme pour la pêche, le plan bleu pour le tourisme. Donc, on est sur des stratégies sectorielles de long terme et il y a des créations de formations professionnelles adaptées à chaque secteur, précisément pour répondre à la demande de ces différents secteurs. Retour sur la situation bancaire évoquée par Olivier Pastrel. Là, je m'adresse à Patrick Artus. Comment on finance les économies Comment financer les économies? C'est vrai que c'est encore un énorme sujet qui fait partie évidemment des conditions du développement dans les émergents. Patrick Artus. Ça c'est un problème assez chronique aussi dans tous les émergents. Enfin, c'est la question de comment on amène l'épargne au bon endroit. Alors ça, c'est très compliqué aussi. Je vais reprendre l'exemple chinois. C'est lassant, mais enfin la Chine, c'est très intéressant parce que à peu près tout va pas bien, quoi. Donc ça permet d'utiliser ça assez systématiquement. Tout va pas bien, tout va très vite. Mais ce qu'on voit en Chine, on le voit dans beaucoup de pays émergents. Donc il y a une énorme. Alors non, c'est pas. Enfin, on le voit dans un groupe d'émergents comme la Chine où il y a beaucoup d'épargne. La Chine est partie des groupes d'émergents à épargne très très abondante. Après, il y a des pays qui ont un problème d'insuffisance d'épargne. Et là, c'est différent parce que là, on est dans la macroéconomie. Donc la Turquie, le Brésil ou l'Inde, sans doute, c'est de l'insuffisance d'épargne. La Chine, il y a beaucoup d'épargne et l'épargne n'est strictement pas amenée là où il faudrait. Pourquoi ? Parce que dans les pays, dans beaucoup de pays émergents, le secteur bancaire, traditionnellement, travaille avec le secteur public. Donc on sait financer les collectivités locales, les grands groupes publics ou qui étaient publics avant ou qui ont des participations publiques, un peu les entreprises étrangères et absolument pas les entrepreneurs du secteur privé par une absence complète de culture de l'analyse du risque, quoi. Donc les banques ne savent pas bien faire ça et il n'y a pas de marché financier. Il n'y a pas de marché d'obligations d'entreprise et donc on a vraiment... Et où va l'épargne ? Alors l'épargne, elle est recanalisée en général soit vers la banque centrale. Le plus grand emprunteur en Chine, c'est la banque centrale. Les Chinois déposent dans les banques et les banques reprêtent à la banque centrale, soit vers l'État. Et donc, il y a un gâchis colossal d'épargne dans sa capacité à financer la croissance. Monsieur l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Moustapha Nabli. Je crois que pour dire ce que vient de dire Patrick, mais le lire différemment, c'est que, en fait, c'est toujours la question de synchronisation qui se pose. Nous avons des systèmes, par exemple, les pays comme la Tunisie ou l'Égypte ou même le Maroc, dans une grande mesure, bien que ça évolue un peu. Les systèmes bancaires ont été créés dans les années 50, des années 60 pour financer essentiellement l'État. Oui. Pour financer l'État et les entreprises publiques. Donc c'était simple, mobiliser l'épargne et les ressources sont destinées à l'État, donc au budget de l'État, destinées aux entreprises publiques qui sont décidées par l'État. Très simple, facile. Et ensuite, on a décidé de développer le secteur privé. Mais on a gardé le même système bancaire. Et le système bancaire n'était pas capable de financer le secteur privé, sauf d'une façon pendant un temps que les bourses le feraient et elles ne l'ont pas fait. Et donc, les banques, la seule façon dont elles pouvaient financer le secteur, c'est de demander des garanties réelles.
Et donc, on a un système bancaire qui essaie de financer le secteur privé donc pas de prime de risque, pas de gestion de risque, pas de méthode moderne. Et donc, on est resté là. Et donc, le monde a changé. La façon dont le secteur privé, dont les marchés ont évolué, dont la façon dont l'entreprise doit être créée, évoluer, se transformer, ont changé, mais le système bancaire n'a pas changé. Et donc, on a besoin d'un changement majeur structurel dans le système bancaire qui n'est pas en train d'avoir lieu. Je pense qu'au Maroc, il y a un peu de mouvement dans ce sens-là, mais ce n'est pas tout à fait loin d'être suffisant. Mais l'ensemble des autres pays, même la Chine n'est pas là. La Chine n'est pas là, n'a pas. Et donc, vous avez cette désynchronisation entre le changement qui doit avoir lieu dans le système financier et le système bancaire et les besoins du marché, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, etc. Et donc, et là, c'est les sources de friction fondamentale qui peuvent créer des crises dont on parlait tout à l'heure. D'accord avec cette analyse, Pierre Jacquet ? Bien entendu, et cette discussion est extrêmement importante, surtout à un moment où la crise financière détourne pas mal de monde de la compréhension que la finance c'est fondamental pour le développement, que ce soit dans les pays en développement, que ce soit pour le développement des pays industrialisés qui ont encore besoin de se développer. Et finalement, ce rôle de la finance, c'est pas parce que la finance l'a mal fait, et on l'a bien vu par la crise, que son rôle ne doit pas être considéré. Ce rôle de collecte de l'épargne et d'allocation de l'épargne est tout à fait fondamental. Et je crois que l'une des clés du développement est en effet là. C'est pas la seule, et je voudrais revenir à une question que posait Olivier tout à l'heure, parce que la réponse est un peu la même. Est-ce que la politique macroéconomique a encore un sens ? Bien entendu, elle a un sens. Simplement, c'est pas un sens exclusif, et c'est pas l'origine de tout. Et la grande erreur qui a été faite, c'est de croire que l'ajustement structurel macroéconomique allait être la source profonde du développement futur des pays. Non, bien entendu. Mais c'est un aspect important. C'est un aspect important, mais qui peut autoriser des faiblesses. C'est-à-dire que quand la France s'est développée, elle ne s'est pas développée avec une macroéconomie exemplaire. Et je ne connais aucun pays qui soit développé avec une macroéconomie exemplaire. Donc on semble avoir découvert des règles de vertu incontournables, et moi je n'y crois pas. Je crois que ce sont des vertus utiles, mais pas incontournables. Le développement, c'est une affaire de désordre. La croissance, c'est une affaire de désordre. Et finalement, la question de l'ordre, elle se pose au fur et à mesure que le désordre se produit. Si on n'est pas capable d'accepter le désordre, on n'aura pas de développement. C'est un peu le problème de l'Europe aujourd'hui. La dernière condition, enfin la dernière, il y en a bien d'autres, mais dont je voudrais qu'on parle juste une petite seconde. Je voudrais qu'on parle quand même de justice sociale et de la place qui est faite aux acteurs locaux. Ce qui me paraît, vous l'avez évoqué une ou deux fois les uns et les autres, mais ce serait pas mal de terminer l'émission là-dessus, d'autant que vous avez parlé de gouvernance, de corruption et d'autres thèmes qui sont plus ou moins liés. Est-ce que c'est proche de la question que vous vouliez poser, madame ? Non, je devais parler d'autre chose, mais ça tombe très bien. On n'a plus beaucoup de temps parce que la question a été soulevée parce qu'une fois la croissance réalisée, il faut la répartir, et bien la répartir. Et la question a été soulevée. Hier, on a parlé de redistribution, de répartition. Et un des messages, c'est de dire que les inégalités ne favorisent pas la croissance. Et qu'au contraire, un système égalitaire est favorable à la croissance. Donc, c'est une fonction économique fondamentale. À côté de l'offre, une politique de l'offre, une politique de demande, il y a une fonction centrale qui est celle de la répartition et qu'on est en train de revisiter et que c'est une bonne nouvelle. Oui, Philippe Bourguignon, l'un de nos économistes français, l'a bien montré. François Bourguignon, pardon. François Bourguignon, l'un de nos économistes français, l'a bien montré. Il y a une mondialisation des inégalités qui est assez préoccupante. Oui, alors, sur ce point, Pierre Jacquet. Sur ce point... C'est un sujet extrêmement complexe qu'on ne peut pas régler évidemment en 5 minutes, mais ce qui me frappe, c'est que dans tous les colloques dans lesquels on va, on arrive à s'entendre sur le fait qu'il faut réduire les inégalités. Et en effet, on a des débats sur le lien entre inégalité et croissance. On montre qu'il y a quand même de nombreux cas dans lesquels la structure des inégalités ne favorise pas la croissance, etc. Bon, je suis en général un peu agacé par ces débats, parce que c'est on doit, il faut, nous devons réduire les inégalités, etc. Et qui est on ? Alors, qui est nous qui est on ? Et le comment est très rarement abordé. Ouais. Et le comment renvoie évidemment aux consensus sociaux locaux,
parce que tout ça est une affaire de politique, c'est pas une affaire de technique économique, c'est une affaire de choix des sociétés. Et donc ça renvoie à la gouvernance locale, qu'elle soit démocratique ou non, et à la vision de la justice sociale des différents pays. Et donc ce débat est chargé de valeurs, si vous voulez. Et donc évidemment, moi je suis à fond pour défendre les valeurs qui sont celles de nos sociétés. Mais ce qui me paraît très très important, c'est de comprendre comment les décisions se prennent dans les différents pays, et par d'ailleurs la recherche locale et la publication d'informations locales, de faire naître des priorités qui aujourd'hui ne sont simplement pas dans les politiques publiques locales. Donc on vous parlez de la réduction des inégalités, mais si ce n'est pas dans les priorités locales, ça ne se produira pas. Ça ne se fera pas. Patrick Artus sur ce point. Juste très brièvement, je crois que tous les problèmes sont très liés. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup de pays? C'est qu'avec des problèmes d'éducation, des problèmes d'insuffisance d'infrastructures, d'énergie, de transport, on a de l'inflation. Il y a un retour de l'inflation dans plein de pays émergents, qui est souvent extrêmement sous-estimé d'ailleurs par les statistiques officielles. Vous savez ce qui se passe en Argentine, par exemple, et c'est vrai en Chine aussi. Et l'inflation est en train d'appauvrir une partie de la population. Les retraités, les gens qui ont les petits boulots dans le bâtiment, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc le retour de l'inflation dû aux problèmes d'infrastructure et les classes moyennes qui commençaient à apparaître est en train de refabriquer une énorme inégalité. Ce qui se passe avec les prix de l'alimentation en Chine, par exemple, c'est absolument dramatique pour la partie la plus fragile de la population. Ouais. Moustapha Nabli, nous allons conclure là-dessus. Olivier Passerelle. Revenir sur une question fondamentale, peut-être terminer là-dessus. Ce qui s'est passé dans les pays arabes les dernières années, en Tunisie, en Égypte, etc., et nous dit quelque chose de fondamental. C'est que le développement, c'est pas de la croissance seulement, c'est pas les inégalités seulement dans le sens classique. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus complexe. C'est de respect et de dignité de la personne et des opportunités qui sont données aux personnes, aux individus. C'est ce sens fondamental de développement qu'il faut qu'on redécouvre et qu'on le mette au centre de nos préoccupations. Bien sûr, la croissance est importante, les inégalités, mais les inégalités dans le sens large du terme, pas les inégalités quand on les voit. Et elles ne viennent pas en queue à la fin de la solution. Les inégalités doivent être placées au cœur de la problématique de la croissance elle-même. Est-ce qu'on en prend le chemin de votre point de vue ? Parlons de vos pays respectifs, par exemple. On reproche que certains groupes de la population restent sur le carreau, que certaines régions soient délaissées, qu'on forme des jeunes, on investit, on leur donne des anticipations et ensuite ils se retrouvent sans des perspectives. Tout cela, ça crée des frustrations. Et c'est c'est pour ça que la question de dignité est venue. Et la question de la corruption, et les inégalités, c'est pas en elles-mêmes, c'est comment cette inégalité ait lieu. C'est pas seulement, et je crois, une des questions fondamentales de débat aujourd'hui et ces derniers temps sur les inégalités, c'est pas l'inégalité en elle-même qui est le problème. Parfois, c'est comment on arrive à cette inégalité. Est-ce que cette inégalité est perçue comme étant une inégalité acceptable, qu'elle est juste, qu'elle provient d'un mécanisme qui est jugé équitable, ou bien qu'elle provient d'un mécanisme qui est jugé corrompu, inéquitable, et de moins en moins accepté, il faut bien le dire. De bien en moins accepté, et c'est ça ce qu'on voit dans les soulèvements populaires. Très rapidement, jusqu'au Brésil, pas seulement en Afrique du Nord. La réduction de la pauvreté est une réalité dans tous les pays émergents, mais le problème c'est la pauvreté relative. Parce que justement, dans ce monde d'information, on a accès à ce qui se passe ailleurs. Deuxièmement, l'ère du numérique. Vous le savez, il y a les producteurs, les consommateurs et les contributeurs. On contribue, on participe, on donne l'information, donc on veut également participer à la vie publique et ça va au-delà des besoins fondamentaux de se nourrir, d'être en bonne santé. Merci. Dernier mot, tout dernier pour Olivier Passerelle, on va ça éclaire les travaux de recherche. Moi, je ne fais pas de recherche sur l'économie du développement, mais quand on regarde les travaux de recherche qui sont faits sur le sujet, il y a quand même beaucoup de choses sur le travail, l'éducation, il y a pas mal de choses sur le capital, et il y a un sujet sur lequel il y a très peu de recherche économique, et on pourrait lancer un appel pour développer ces recherches, c'est sur la gouvernance. Il y a manifestement, pour comprendre le développement, il faut comprendre la gouvernance. Donc dans ce domaine-là, je pense qu'il y a des programmes de recherche. GDN a des programmes là-dessus, et donc je serais ravi de l'expliquer. Global Network Development, donc votre organisation. Pour conclure, peut-être revenir sur ce que Olivier nous a constamment ramené à la France, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que cette émission de France Culture était en principe sur le développement, mais finalement on se rend compte qu'il n'y a pas d'un côté l'économie du développement et de reste d'autres économies. Il y a vraiment des problèmes qui se posent aujourd'hui à toutes nos sociétés. Alors on peut les appeler développement ou autre chose, mais il y a d'une façon une
certaine normalisation de la façon de penser les économies en développement et je trouve ça excellent. Merci, c'était Pierre Jacquet qui a d'ailleurs animé un de ces nombreux ateliers dans les 13e rencontres économiques d'Aix-en-Provence où nous étions le week-end dernier pour enregistrer cette émission diffusée à présent. Merci infiniment à Nesra Larichi qui en était déjà à ses commentaires avant même d'avoir coupé le micro, qui est présidente du Conseil national du commerce extérieur du Maroc. Merci beaucoup à Moustapha Nabli également de nous avoir rejoint, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et chief économiste à la Banque mondiale jusqu'en 2011 pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Et puis mes complices habituels, Pierre Jacquet d'abord, que l'on voit plus assez souvent puisqu'il est à New Delhi, comme il nous l'a dit, Patrick Artus, Olivier Pastret. Très bonne journée à tous et merci à notre petite équipe de l'économie en question. Laurence Genepin est à Paris, elle assure la préparation et la documentation. Sur notre site d'ailleurs franceculture.com, vous pourrez trouver toutes les informations. Les commentaires que vous souhaitez sont les bienvenus. Les biographies aussi sur tout ce que nous avons à vous conseiller comme lecture sur ces sujets, il y a beaucoup de choses. Enfin, notre équipe de réalisation ici présente à Aix, Viviane Noël, assistée d'Adrien Gaza, Marc Garvenès et Benjamin Thuot. Merci à tous, très bonne journée, à samedi prochain.